Je suis très contente de recevoir la journaliste, recherchiste et chroniqueuse Maïté Bellemire. Allô, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va bien. Écoute, c'est le moment de l'année que j'adore. Ah oui? Mais c'est pas du tout parce que c'est le mois de novembre et qu'on a eu la neige précoce. Ah. C'est parce que c'est le mois des RIDM, Ah oui. le festival de documentaire. La 28e édition donc, des rencontres internationales du documentaire de Montréal se tiendront du 20 au 30 novembre. Donc ça commence ce jeudi et présenteront 136 œuvres provenant de 47 pays. Donc normalement, vous devriez trouver de quoi vous plaire. Cette année, moi, je vais vous parler d'un film. J'en ai visionné plusieurs pour faire ma sélection et j'ai décidé de vous parler de Green Valley du réalisateur Morgan Thames. C'est un film canadien qui est présenté en première mondiale, qui est d'ailleurs le 7e film du cinéaste. Alors là, ce documentaire s'y nous emmène en Colombie-Britannique, sur l'île de Cortés, j'imagine qu'on dit ça comme ça, même en français, au sein d'une communauté intergénérationnelle et interdépendante, donc dont les valeurs en fait se rapprochent un peu de l'autosuffisance. Alors même si leur mode de vie ne permet pas d'être entièrement autosuffisant, parce que c'est quand même... Voilà. Mais bon, on dirait qu'ils sont plus autonomes. Et alors, ils cultivent leurs légumes, ils élèvent leur viande, ils chauffent avec le bois qu'ils ont coupé, ils génèrent leur propre électricité, ils font leur fromage, ils font leur lait, ils font leur alcool, bref, ils sont vraiment... très autonomes. Ouais, très très autonomes. Bon, ils ont quand même, quand je dis qu'ils ne sont pas autosuffisants, c'est qu'ils ont quand même des camions pour faire certains travaux avec de l'essence, puis ils ont des vêtements qui, de toute évidence, n'ont pas l'air d'avoir été fabriqués par eux-mêmes. Donc, voilà, ils sont pas non plus complètement autonomes pour tous leurs besoins. Alors on pourrait se dire, bon, une communauté qui essaie d'être autosuffisante sur une île à l'ouest de Vancouver, on a l'impression d'avoir déjà entendu ce genre d'histoire. C'est vrai que dans les premières images, moi, on rentre directement en fait dans le quotidien de ces habitants à la ferme, et c'est une réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on va rentrer un peu dans le cliché qu'on peut imaginer d'une communauté autonome? Et donc, dans ce documentaire, on suit deux couples, Max et Heidi, et Sam et Anne. Alors, le deuxième couple, ils ont 2 enfants, dont un bébé. Et on voit aussi Henry, qui est le fondateur de la communauté, entre guillemets, mais c'est plutôt, disons, le propriétaire du terrain. Lui, d'après ce que j'ai trouvé comme information sur le site internet de cette ferme, enfin de ce terrain, il se serait installé là dans les années 90 avec son épouse et a invité d'autres personnes qui se retrouvaient pas dans le système qu'on connaît tous et toutes pour le rejoindre, voilà. Alors, comme souvent dans les films proches de la nature, la structure repose un peu sur les rythmes des saisons. Donc, on commence à l'été, puis bon, naturellement, on va suivre les saisons, et on voit donc les personnages évoluer au rythme aussi de la nature. Moi, j'ai été absorbée et touchée parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité des gestes, des tâches et des rôles de chacun et chacune au sein de cette communauté. Et c'est pas du tout un portrait romancé ou folklorique d'une vie en communauté. On n'entre pas dans une ferme hippie de la côte ouest. J'imagine que pour certaines personnes, ça en est une, mais c'est pas ça que j'imagine moi en tout cas quand on me dit ça. Et puis quand on dit communauté, c'est vrai que eux, ils vivent ensemble et ils s'entraident, c'est-à-dire qu'ils ont des rôles, tout ça, mais c'est quand même un territoire qui est super grand. Ils ont chacun leur maison. Ils sont pas tous ensemble dans la même tente. Oui, je comprends. Donc voilà, donc on voit des choses concrètes du quotidien. Les obligations, les responsabilités de chaque protagoniste et intrinsèquement leur pensée, leur vision du monde, parce que là on comprend en fait ce que ça représente comme pour eux ce mode de vie et les valeurs qui en découlent. Alors par écho, la valeur ou le coût de notre mode de vie, l'ultra-consommation. Alors quand on voit quelqu'un aller chercher son eau, l'économiser, c'est-à-dire l'eau de source, l'économiser, réutiliser l'eau déjà servie. Par exemple, j'ai utilisé dans ma cuisine, puis je vais m'en servir pour arroser mes plantes. Pas prendre de l'eau propre pour tout. C'est sûr que ça fait réfléchir à comment nous, on l'utilise. Donc, en fait, c'est pas, il n'y a pas de parallèle de fait dans le film, mais quand on regarde, nécessairement, ça nous renvoie à certaines choses que nous on fait. Donc c'est ça, le film n'est pas moralisateur. C'est pas dans la comparaison avec d'autres modes de vie. C'est plutôt une
moi j'avais envie que c'était comme une peinture en fait, dans laquelle on apprécierait chaque détail d'un mode de vie conscient. Par exemple, on a Anne, la maman, qui parle franchement de la difficulté d'être à la fois mère et travailleuse agricole. Ses enfants ils comprennent pas là pourquoi elle doit aller au champ très tôt le matin, pourquoi il y a des saisons où elle peut être à la maison plus longtemps, et puis d'autres où il faut qu'elle soit dehors plus longtemps parce qu'il y a plus d'ouvrages à faire à l'extérieur, puis qu'on profite de la luminosité. Et on sent la lourdeur pour cette jeune mère. C'est vraiment transparent, qui cumule un peu tous ces rôles. En même temps, c'est beau parce que c'est authentique. C'est pas dénonciateur, c'est pas enjolivé, mais on a juste accès à leurs réflexions personnelles. Pourquoi ils ont choisi ce mode de vie? Est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça leur demande aussi? Donc, si l'accès est aussi intime à ces personnages, c'est parce que le réalisateur, Morgan Thames, fait partie de la communauté. Il a tourné pendant 2 ans. Son film a pris 5 ans à être terminé au total, avec a priori un matériel assez sommaire, parce que déjà, il n'y a pas d'électricité en tout temps sur la zone. Donc, bon, j'imagine que c'est un peu d'organisation quand on doit tourner un film. Et il connaît ce mode de vie et les personnes qui le filment. Donc, grâce à ça, on s'est retrouvés, en fait, nous, en tant que spectateurs et spectatrices, au plus près de ce que les personnages du documentaire ressentent et vivent. Il y a une scène très touchante, d'ailleurs, où on va voir certains membres de la communauté qui vont abattre une vache, en fait, pour la viande, en fait. Ils élèvent leurs vaches, donc elles sont libres. Hein. Dans les pâturages, elles se baladent, c'est trop mignon. et donc voilà, et on voit que ils le font, ils savent, c'est une vache qu'ils connaissent, ils savent pourquoi ils le font, puis ils le font ensemble. Les rôles sont super bien ficelés, on voit qui fait quoi, mais on voit les traits tirés sur les visages. C'est pas facile de tuer une bête comme ça. Puis nous, ça nous renvoie encore une fois à nos steaks qu'on achète, qu'on n'a aucune idée de quel animal ça vient, et encore moins de l'endroit, de l'origine, ou de comment la bête a été élevée. Petite parenthèse, je vous recommande le balado Front de bœuf de Justin Laramé, qui est sorti il y a peut-être une semaine ou 2, sur le sujet, qui parle un peu de l'origine de la viande de bovine au Québec. À mettre sur notre liste de balado. Voilà, c'est sur l'application audio. Alors évidemment, les paysages de l'île de Vancouver sont magnifiques. On voit cohabiter les poules, les vaches, les canards, les chèvres sur le terrain en quasi-liberté. Ils ont aussi un espace où ils entreposent des objets qu'ils ont récupérés, mais des objets en tout genre. Là, c'est comme une quincaillerie maison, où ils trouvent des outils, des pièces, des accessoires pour bricoler, réparer et surtout réutiliser, parce qu'ils font avec ce qu'ils ont. Alors cela fait vraiment réfléchir, tout comme la réflexion de Max, donc alors qu'il plume des poules avec sa compagne Heidi. Puis là, il explique en fait qu'il doit certainement passer pour un extrémiste fou par rapport aux yeux de certaines personnes, mais qu'en fait, quand toi, tu commences à avoir un mode de vie plus autosuffisant, plus autonome et plus conscient, tu te rends compte à quel point qu'un vrai mode de vie complètement autosuffisant, c'est encore beaucoup plus loin, et t'as encore une marge de manœuvre énorme. Tandis que vu de nous, de notre sofa avec notre télé, on voit ça, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est radical. Oui, puis en même temps, on n'est pas si loin de cette époque-là, puis il y a encore des gens qui font ça chez eux, là, sans aller peut-être à cet extrême, sans électricité et tout. C'est pas un terrain inconnu. Ça fait pas si longtemps, ça fait pas 200 ans là, qu'on plumait nos poules. C'est ça. Mais c'est vrai que ça semble être extrême. Et lui, il dit, moi, pour faire les efforts que je fais, les changements que j'ai fait dans ma vie, je me rends compte que ça pourrait être tellement plus extrême, mais que ça, tu le vois pas tant que tu l'as pas fait. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que c'est pareil. Moi, j'ai jamais essayé ce mode de vie-là, donc je pouvais pas forcément m'en rendre compte. Et puis, une autre réflexion, moi, que j'ai trouvée assez touchante, c'est Sam qui explique que son père est récemment décédé, qu'il a un héritage. Et en fait, il dit quelque chose que je vais citer. Il dit « Je ne pense pas que cet argent nous appartienne vraiment. En tant qu'être humain vivant dans une civilisation industrielle, mon père a causé d'énormes dégâts. Il n'a pas tenu compte de toute cette pollution, ni du coût que cela va représenter pour la nettoyer. » Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'avais jamais pensé à... Oui, on pense à notre empreinte quand on est là aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on vit un deuil, on pense à tout ce qu'on peut récupérer de la personne, c'est normal. Et lui, il avait une démarche complètement que j'avais jamais entendue, en fait. De se dire, moi, je récupère cet argent, c'est bien. Mais en vrai, mon père, là, il a une dette envers... il a une dette avec la vie qu'il a eue, donc est-ce que cet argent m'appartient vraiment? Puis j'étais genre, waouh, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Très intéressant. Mais oui, c'est vraiment... Et c'est ça c'est vraiment ça, on arrive vraiment à toucher vraiment des détails, des pensées. Puis c'est vraiment genre, eux, ils parlent de leur
leur vision des choses, et après on en fait nous ce qu'on veut. Puis Henri, le fondateur de ce projet, de cette communauté, de cette ferme qui vit là depuis plus de 30 ans, Henri est malade. Henri a un cancer. Je divulgage ce que c'est écrit dans le synopsis. Donc, c'est pas un punch que je. Mais c'est super intéressant aussi de voir déjà que même si on a un mode de vie ultra sain, on n'est pas épargné des maladies graves. Et ça vient un peu apporter toute une autre dynamique par rapport à cette perspective de la mort. Lui, ça le fait aussi réfléchir et remonter pas mal d'angoisses ou confronter certaines angoisses, et on se rend compte que même avec un mode de vie plus simple, on reste des êtres humains complexes. Et c'est aussi cette intergénération aussi qui est super belle, où on a beaucoup perdu dans notre société individualiste malheureusement, mais on voit les enfants de certains qui viennent voir Henri, et un peu cette communauté linéaire, mais en même temps, cette intergénération qui vient aussi apporter beaucoup de baume au cœur. Donc voilà, ça c'est Green Valley. Allez prendre une grande bouffée d'air, vous nourrir l'esprit. C'est donc, il y a 2 projections. Ce vendredi, le 21 novembre, à 20h15 au Cinéma du Parc, en présence de Morgan Thames, et aussi une deuxième projection lundi 24 à 20h à la Cinémathèque québécoise, aussi en présence du réalisateur. C'est en anglais sous-titré en français. Et comme dit le réalisateur dans sa publication Facebook, si le système actuel ne vous convient pas, créez le vôtre. Voilà, donc si vous voulez aller voir la programmation des RIDM plus en détail, ridm.ca, il y a plein d'options de billets et plus d'une centaine de films, donc je vous recommande d'y aller y faire un tour. Merci Maïté. Avec plaisir. Et là, c'était ta dernière chronique de l'année avec nous. Oui. Tristesse. Mais on va se retrouver en 2026. Ouais, mais là, ça va arriver comme ça, là. Oui. Ça paraît loin, mais en fait... mais oui, c'est la dernière de l'année. Merci en tout cas pour toutes tes apparitions à l'émission. Puis au plaisir de se retrouver en 2026. Oui, on remet ça, c'est sûr. Assurément. Bonne journée. Merci.